c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je suis Aminata Fall, épouse Nia, fonctionnaire international de la Banque centrale à la retraite depuis 2 ans et qui est donc de formation est juriste fiscaliste. Voilà, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait toutes mes études au Sénégal, bon, à part le primaire, peut-être, mais une partie du secondaire, mais l'essentiel de mes études, et surtout les études supérieures, je les ai faites à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était à l'époque l'université de Dakar, et j'en suis très fière. J'adore mon université. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a demandé de faire partie de la fondation, des membres fondateurs de la fondation UCAD, Fondation Université Cheikh Anta Diop, j'ai tout de suite accepté et depuis la création de la fondation en 2010, j'en suis la présidente. D'ailleurs, il faut que je passe le témoin parce que je pense que j'ai fait mon temps. Je suis donc juriste fiscaliste de formation et j'ai fait une partie de ma carrière dans un cabinet d'expertise comptable avec un volet juridique et fiscal important, où j'ai fait mes premières armes comme juriste fiscaliste et pendant 10 ans. Avant d'intégrer par voie de concours la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO siège, où j'ai travaillé donc de 1996 à 2022, où j'ai occupé plusieurs fonctions, essentiellement dans le juridique, qui est ma formation de base. Donc pendant une bonne dizaine d'années, j'ai été au département juridique. En fait, quand on créait le département juridique, c'était le tout premier, et donc j'ai fait partie des 5 premières juristes du département juridique de la BCAO. Voilà, donc j'ai été tout de suite là-bas juriste senior, puis adjointe au directeur des affaires juridiques, puis directeur des affaires juridiques, avant de demander à faire autre chose, au bout d'une dizaine d'années. Donc c'est là que j'ai pris en charge la direction de la sécurité, avec comme mission essentiellement de revoir les textes juridiques qui régissent la sécurité des personnes, des biens et du système d'information également d'ailleurs de la BCEAO en termes de sécurité informatique. Nous avons revu donc la politique de sécurité et après quelques années là-bas, au département juridique, j'ai été promu directeur de l'organisation et des méthodes à un moment où la Banque centrale s'inscrivait dans une démarche qualité et donc cela m'a permis de faire ma première mission de certification ISO 2015 pour la Banque centrale que nous avons eu la certification. Après cela, je suis allée occuper encore d'autres fonctions, toujours au sein de la Banque centrale. J'ai été nommée ce qu'on appelle à l'époque conseiller du directeur général, parce que la Banque centrale est structurée en services, qui eux-mêmes sont dans une direction, qui sont dans des directions générales. Donc j'ai été adjointe au directeur des affaires, au directeur de la comment ça s'appelait à l'époque, faut que je retrouve les termes, hein, en tout cas la stabilité financière, voilà, les affaires bancaires et la stabilité financière, c'était le département en charge de cela. J'ai été l'adjointe du directeur général, puis je suis passée rapidement directeur général moi-même et d'un autre département qui s'appelait donc la direction générale de l'organisation et des méthodes. En fait, c'est la direction générale de l'organisation et des systèmes d'information. Donc je crois faire à la fois le département organisation, la direction organisation et méthode, la direction de la comptabilité et la direction des systèmes d'information et la direction du contrôle de gestion. Voilà ce que j'ai fait les dernières années et c'est à peu près en 2021 que le gouverneur m'a nommé conseiller du gouverneur, ce qui me conférait le titre de membre du gouvernement de la banque, ce qu'on appelle le gouvernement de la banque, composé du gouverneur, des vice-gouverneurs, du secrétaire général et des conseillers spéciaux. Donc c'est comme ça que c'est la dernière fonction que j'ai eu à occuper à la BCEAO avant de prendre ma retraite en 2022. Il y a un aspect très important de mon parcours quand même que je dois soulever au sein de la Banque centrale et ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi. C'est quand le gouverneur m'a confié le projet de réforme de l'implémentation des normes de Bâle 2 et 3 en termes de supervision bancaire principalement et de régulation dans le cadre de mes fonctions. Donc, il m'a confié ce projet-là, un projet qui durait depuis longtemps et qu'il voulait voir aboutir vraiment très très rapidement en nous donnant un délai incroyable où c'était quasiment improbable de pouvoir réaliser cette chose-là en même temps que les fonctions qu'on occupait, donc on n'était pas détachés. Et puis il y avait également un autre élément important, c'était qu'on avait en fait 2 projets à mener.
Le deuxième, c'était le projet de réforme de la comptabilité des banques, du système bancaire. Donc, on a pu mener les deux projets ensemble. Au bout de 4-5 mois, nous avions fini dans les délais et ça a été un très très gros succès pour l'équipe projet de l'époque. C'était une grande fierté aussi pour nous. Bon, après, j'ai eu plus de temps pour m'occuper de l'association des juristes sénégalaises, dont je suis membre depuis plus de 30 ans. Et donc, à l'Assemblée générale de juillet 2023, mes sœurs ont bien voulu me confier la présidence de l'AJS. Voilà un peu ce que je fais. En même temps, j'ai eu la surprise, parce que pour moi c'est une surprise, d'être nommé par le président Macky Sall membre de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, à la veille des élections de 2024. J'avoue que c'était une surprise parce que je n'ai pas été consultée. Je me suis réveillée un beau jour, j'ai vu le décret, j'ai dit bien, bon, on va faire le travail, hein, et je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on l'a fait. Voilà un peu, et je suis donc toujours membre de la Sénat. Ah, vous pensez qu'il n'est pas aisé de gérer des femmes et de les mettre ensemble? Non. Question difficile. Moi, j'ai trouvé une association très solide. Et je pense qu'elle repose fondamentalement sur les principes démocratiques. Vous savez, à l'AJS, quand vous savez que vous avez un mandat à faire, que vous êtes tenu de le réussir, sinon ça restera dans les annales, et de partir, je pense que vous êtes poussé à bien travailler et à rester avec vos sœurs. S'il n'y avait pas cet esprit démocratique, je pense que peut-être que l'AJS n'aurait pas survécu jusqu'à présent. Ce qui fait que les mandats, c'est 2 fois 2 ans, maximum 4 ans. Quel que soit le beau travail que vous ayez pu faire pour l'AJS, au bout de 4 ans, vous devez céder la place à quelqu'un d'autre. Et là, les choses se font de manière également démocratique. Des candidatures sont posées et en principe, on vote. Mais nous avons peut-être eu à voter une fois, mais en général, c'est par consensus qu'on désigne la présidente. Et tout le monde est là en assemblée générale, toutes les générations, les anciennes, les pionnières, les middle, si on peut les appeler ainsi, et puis les plus jeunes, et tout le monde a la même voix. Je pense que c'est ça le secret. Déjà, je pense que l'AJS a une place primordiale, parce que son âge, déjà, le justifie. On est une des associations, si ce n'est l'association la plus ancienne en matière de défense des droits des femmes et de promotion des droits des femmes et des enfants. Donc déjà, elle a une certaine légitimité, n'est-ce pas, de par cette ancienneté et aussi de par les combats qu'elle a eu à réussir, soit seule, soit en relation avec d'autres associations sœurs, où elle a apporté sa pierre, mais de manière déterminante, hein, avec un apport scientifique réel. Donc écrire des projets de loi, participer donc à leur rédaction, à des textes, etc., faire des contributions. Je pense que ça, c'est un peu notre ADN. Hein. Souvent, on nous dit, mais on nous confond un peu avec les activistes, mais nous ne sommes pas trop dans l'activisme. Nous sommes plutôt dans le travail. Si vous voulez, on a deux aspects de notre travail. L'aspect stratégique, qui est d'abord l'aspect réflexion, l'aspect travail sur les textes, l'aspect promotion, l'aspect sensibilisation, conscientisation des populations sur les droits, et puis l'aspect opérationnel qui là nous amène à descendre sur le terrain pour parler aux populations, les éduquer, les former, faire des forums, des causeries, des discussions, travailler dans les boutiques de droit pour être proche des justiciables, les accompagner, les conseiller. Donc tout ça là, c'est un travail opérationnel sur le terrain qui porte également ses fruits et qui a largement contribué à faire connaître l'AJS et à renforcer son assise dans le paysage des associations de femmes. C'est pour ça que de manière naturelle, nous avons été conviés à participer aux assises de la justice, effectivement, où il y avait plusieurs membres, je n'étais pas la seule. D'ailleurs, une de nos pionnières, Madame Biorfasso, a eu à présider une sous-commission entière. Nous avions également d'autres membres qui étaient là. Une de nos membres, la vice-présidente de l'AJS, Zainab Khan, était membre du comité scientifique qui s'agissait de rédiger les documents définitifs. Nous avions également notre sœur Fatou Kiné Kamara qui y a participé. Nous avions le juge Aïssatou Kanté, pour ne citer qu'elle. Vraiment, nous étions bien représentés au niveau des assises et chacune a fait a joué sa partition. Il y avait d'autres associations de femmes, hein, nous n'étions pas les seuls. Mais je pense que nous avons travaillé quand même
pleine solidarité, en toute solidarité. Et ce à quoi nous voulions aboutir, je pense que nous l'avons eu parce que les contributions que nous avons faites ont été versées dans les documents scientifiques et conclusions des assises, et elles portent essentiellement sur des idées de progression des droits des femmes. Donc cette idée d'abord la question du code de la famille, sur lequel il faut revenir avec tous les aspects qui nous interpellent, le droit de la sécurité sociale, la question de la pension de réversion, la question également du harcèlement des femmes au milieu du travail, ça a été pris en charge. Et puis aussi la question du code pénal lui-même, parce que ce n'est pas seulement une question de droit de la famille et autres, il y a également le code pénal qui comporte beaucoup de dispositions, soit contradictoires, en contradiction avec le code de la famille et d'autres droits. Je prends un exemple. Dans le code pénal, je n'ai pas l'article en tête, mais 300 et quelques, il est prévu que, enfin, il y a une disposition qui dit que le fait de consommer un mariage sur une mineure de 13 ans est sanctionné. Et en même temps, vous avez le code de la famille qui vous dit que l'âge minimum pour se marier pour une femme, c'est 16 ans, pour le garçon 18 ans. D'ailleurs, nous travaillons pour qu'il y ait une harmonisation de cet âge-là, à 18 ans pour tout le monde. Donc, comment voulez-vous concevoir qu'il y ait un mariage possible sur une mineure de 13 ans, et pour qu'on parle même de consommation interdite, et puis en même temps, vous dites non, l'âge minimum, c'est 16 ans. Donc, déjà, dans le code pénal, il y a des choses à revoir. Bon, nous sommes également, justement, toujours au niveau du code pénal, ou de manière plus générale sur les questions d'incarcération des femmes, nous nous battons pour qu'il y ait plus d'humanisme, plus de prise en compte du genre, la question du genre, parce que on n'emprisonne pas des femmes de la même manière que des hommes. Une femme enceinte, elle a droit on ne devrait pas l'emprisonner. Nous le disons aujourd'hui, ça fait partie des choses que nous avons, les questions qui ont été soulevées pendant les assises et qui ont été proposées. Pourquoi ne pas systématiquement plutôt retenir le bracelet électronique pour les femmes enceintes, ou même pour une femme qui a un jeune enfant, un bébé, qui doit être allaité, ou alors qu'on crée des espaces spécifiques avec des crèches pour les femmes qui ont des enfants. La place d'un enfant, c'est pas la prison. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions comme ça, ce serait peut-être trop long à développer, qui ont vraiment fait partie des éléments essentiels des revendications des associations de femmes, dont la JS, et qui ont pu être consignées dans le rapport final. Je ne sais pas, je n'étais pas dans cette commission parce que, comme je vous l'ai dit, enfin, ça ne m'est pas revenu. Les religieux, si je peux les appeler ainsi, en tout cas beaucoup d'imams, de prêtres également, étaient présents au niveau des assises. Les assises ont été extrêmement ouvertes, hein, ça a été très inclusif et vraiment toutes les couches de la population étaient représentées, y compris les anciennes détenues d'ailleurs, qui nous ont beaucoup surpris dans leurs témoignages, qui nous ont beaucoup appris dans leurs témoignages. Donc il y avait de la place également, bien entendu, pour toutes les questions liées à la religion. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est la Constitution. Et la Constitution dit que nous sommes un État laïque. Pour pouvoir intégrer la charia dans le code de la famille ou dans quelque code que ce soit, je pense qu'il faut d'abord revenir sur la question de la laïcité. Et pour ça, c'est-à-dire travailler sur la Constitution. Donc ça, c'est un débat très large, qui dépasse même la JS. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, certes, nous sommes dans un pays musulman, et donc le Code de la famille de 1972 comprend des dispositions, effectivement, tirées de la religion islamique, puisqu'il est prévu, l'islam est quand même la majorité de la population, la religion de la majorité de la population. On ne peut pas en faire fi. C'est un contexte important dont vous devez absolument tenir compte. Sinon, vous passez à côté. Un texte qui ne s'intègre pas dans son contexte est un texte qui est voué à l'échec en termes d'application, même au rejet. Donc, le texte de 72 prévoit, ne serait-ce qu'en matière d'abord la polygamie. La possibilité de polygamie, c'est prévu dans le code. La polygamie est admise. On est pour, on est contre, c'est admis. C'est dans le texte. Dans le texte de 72. La deuxième chose, également, c'est en matière de succession. Voilà, les droits successoraux s'inspirent
un peu de ce que prévoit l'islam en la matière. Donc il y a, entre autres exemples, des questions quand même qui sont tirées de la religion et qui existent. Donc quand Jamra parle de la charia, moi je ne sais pas trop ce qu'il vise précisément, mais je pose ce premier garde-fou, c'est que nous sommes dans un État laïque. Un État laïque, c'est quoi? C'est un État qui prend en compte les croyances de tout le monde. Chacun sera libre d'exercer sa religion. C'est comme ça qu'en tout cas nous avons, que nous entendons, que nous comprenons la laïcité. Et donc, si vous êtes musulman, vivez pleinement votre religion. De même, si vous êtes chrétien ou animiste ou autre, religion traditionnelle, vous devez pouvoir vivre librement votre religion. Maintenant, quand on va codifier, bon, il faut voir s'il faut aller dans ce sens-là. C'est une question qui interpelle et qui interpelle très sérieusement. Parce que si jamais on intègre des questions religieuses, il faut que ce soit des questions qui permettent un choix. Qu'il y ait, aujourd'hui, on n'a pas imposé la polygamie. Mais on dit que c'est une possibilité. Qui veut l'être, l'est. Et si vous voulez être monogame aussi vous l'êtes. Et une forme de protection des femmes, en disant si vous optez pour la monogamie, vous l'optez à vie. C'est déjà une belle protection pour nous les femmes. Voilà. Alors, si vous voulez changer les choses en intégrant la charia, il faut tenir compte de ces possibilités-là pour chaque membre de la population, pour chaque Sénégalais, chaque citoyen, chaque citoyenne, d'avoir un choix en la matière et que ça ne s'impose pas nécessairement à vous. La JS n'est pas la seule à préconiser la traduction des textes de loi dans les langues nationales. Mais cela suppose évidemment que la majorité de la population soit alphabétisée dans les langues nationales. Il ne s'agit pas de traduire pour traduire, il s'agit aussi de permettre aux populations à qui c'est destiné de pouvoir les lire et les appréhender, les comprendre. Donc, fondamentalement, il faut d'abord rehausser le niveau d'alphabétisation et même de scolarisation de population. L'objectif, je pense, au niveau des combats politiques, serait de faire en sorte de parvenir à ce que l'école soit obligatoire, au moins, elle l'est déjà, mais jusqu'à 16 ans, mais que ce soit effectif, jusqu'à 16 ans. Que donc, chaque enfant soit obligé d'aller à l'école. Maintenant, l'école, c'est l'école française, mais également l'école arabe, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire, il y a des écoles qui sont scolarisées, enfin des écoles qui prévoient une formation en matière, donc, dans la langue arabe. On peut également, bien entendu, envisager que les traductions des textes soient faites en arabe pour cette catégorie de la population qui n'intègre pas l'école française. Donc, il faut, de manière générale, éduquer tout le monde. Et c'est à partir de l'éducation, de niveau d'éducation, que l'on peut prétendre à ce que les lois soient diffusées, divulguées, comprises et bien entendu appliquées au mieux. Alors, question très débattue depuis que les nouvelles autorités, effectivement, sont arrivées au pouvoir. C'est clair, le premier gouvernement qui a été formé nous a choqués. Parce que sur un gouvernement de 25 ministres, je crois, et 4 secrétaires d'État, il y avait 4 ou 5, il n'y avait aucune femme parmi les secrétaires d'État. Et je pense qu'il y avait juste 4 femmes ministres sur les 25 qui ont été nommées. On nous a dit, regardez un peu l'ordre protocolaire. La première la ministre des Affaires étrangères est la première dans le rang protocolaire, et c'est une femme. Ça ne compense pas. Ça ne compense pas. C'est très bien, mais ça ne compense pas. Nous avions espéré quand même, et je pense qu'à l'instar de beaucoup d'autres associations, nous avions espéré une meilleure représentativité des femmes. Qu'il y ait une rupture, on parle de rupture, n'est-ce pas? Qu'il y ait une véritable rupture en la matière. Et que donc, même si on n'est pas arrivé à la parité, parce qu'il n'y a pas de parité en ce qui concerne les fonctions nominatives pour l'heure, c'était un autre combat.
Pour le moment, la loi de 2010 prévoit juste une parité, la parité dans les instances électives et semi-électives. Mais même si on n'a pas de parité pour l'heure, encore une fois, dans les fonctions nominatives, au moins qu'on arrive même à un quota. Parce que c'est quand même pas acceptable que plus de la moitié de la population composée de femmes et de femmes compétentes. Parce que des femmes compétentes, il y en a. On nous a parlé de compétences, de visibilité des femmes, elles sont là. Si on veut aller les chercher, on va les chercher. On peut les trouver. Donc, nous avons même eu à signer la déclaration d'un grand collectif de femmes qui a pu recueillir plus de 1000 signatures afin de porter à l'attention du gouvernement la préoccupation que les femmes avaient quant au message qui était reçu à la suite de ce premier gouvernement. Alors, on nous a dit, attendez, les nominations vont suivre, il n'y a pas que les postes de ministres. C'est vrai, il n'y a pas que les postes de ministres. On attend les postes de direction générale et autres postes nominatifs. Mais même là, ça n'est pas du tout, il n'y a pas de progrès. Donc il y a un souci. Donc on est en droit de considérer qu'il y a quand même un recul. Un recul et malgré les cris d'orfraie, si on peut les appeler ainsi, des femmes, il n'y a toujours pas de retour. Nous n'avons pas encore de visibilité sur comment le gouvernement perçoit cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous réserve à nous les femmes? Bon, donc il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime. Et je dois avouer que je fais partie, nous, Association des femmes juristes, faisons partie de celles qui estiment que les femmes sont sous-représentées. Voilà, dans les fonctions nominatives, aujourd'hui, aussi bien au sein du gouvernement que pour les autres postes. Et qu'il y a lieu de redresser cette situation. Parce que les nouvelles autorités, quand même, dans leur projet, parce que nous l'avons lu, le projet, promettaient de faire la part belle aux femmes. Quand on dit la part belle, ce n'est pas systématiquement nommer des femmes pour le principe. Mais c'est de rehausser le niveau de représentativité des femmes qui leur revient de par le nombre, d'abord, de femmes dans la population et aussi de la qualité des femmes qui existent dans la population. Si on s'aventurait, si on s'orientait vers un peu ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, la réalisation d'un compendium des compétences féminines dans ce pays, je pense que beaucoup auraient des surprises, parce que des compétences, il y en a. Maintenant, il y a l'engagement politique. On nous parle de l'engagement politique. Je ne crois pas qu'il faille nommer un gouvernement uniquement sur la base de l'engagement politique. Ce serait un peu biaiser les choses, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la politique. Ce n'est pas seulement dans un parti, ce n'est pas s'engager, être militante dans un parti. Nous considérons, nous, AJS, que nous faisons de la politique, dans le sens où nous nous engageons de manière citoyenne dans le devenir de notre pays. Et ça doit être pris en compte. C'est la société civile, ça doit être pris en compte. Il ne faut pas qu'on dise que la société civile ne veut pas s'encombrer des problèmes qui existent au sein des partis et préfère rester dans le civil parce que c'est plus simple pour pouvoir ensuite accéder à des postes. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il est aussi difficile de se battre au sein d'un parti qu'au sein de la société civile. Et c'est même plus difficile au sein de la société civile. Voilà. Donc, qu'il faille prendre en compte cette société civile-là et plus généralement les compétences qui existent dans les nominations. Je pense que ça aurait été un très bon signal. On n'est pas encore à 1 an de mandat. On peut encore espérer. Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour ce bel entretien que vous nous avez donné la possibilité de mener. Et puis aussi dire que l'AJS est toujours là. Moi, je parle surtout au nom de l'Association des juristes sénégalaises, parce qu'aujourd'hui, c'est mon occupation principale que de travailler pour cette AJS, au-delà des autres occupations que j'ai évoquées tout à l'heure quand je me présentais. Mais à titre principal, vraiment, ce pourquoi je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est le combat des femmes. Et dire qu'il faut qu'on soit plus unis, plus solidaires, plus engagés. Et finalement que nous fassions également un peu de politique, dans le sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire parvenir à se faire entendre, s'intégrer dans les combats, à quelque niveau qu'on puisse le faire, même au niveau de son quartier. Être Badienougor, c'est un engagement. Être parajuriste, parce que nous avons formé ce qu'on appelle des parajuristes, qui sont des personnes volontaires qui ont bien voulu s'intéresser au combat de la JS et aider pour ce combat. Des parajuristes qui sont nos relais sur le terrain et qui investissent tous les quartiers et participent à la formation des populations. Quand, par exemple, nous faisons une causerie
ou un forum sur l'importance de l'état civil. Il est fondamental d'avoir des personnes comme les parajuristes qui prennent le relais et qui disent aux populations, vous devez déclarer votre enfant à la naissance, sinon il n'existe pas juridiquement. Ne serait-ce que pour citer ce combat. Donc, renforcer l'engagement des femmes, mais aussi tendre la main à tous les hommes. Nous ne menons pas un combat avec uniquement des femmes. Nous menons un combat qui tend la main à tout le monde. Nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls nous ne voulons pas être seuls dans ce combat-là, nous voulons le faire avec les hommes. Et c'est ça qui est naturel. Nous sommes deux pans de mamelles de la population qui doivent être ensemble. Et donc, nous travaillons sur cette notion de masculinité positive qui signifie surtout de renforcer les mentalités en ce qui concerne les stéréotypes de genre qu'on retrouve souvent chez les hommes et ce patriarcat omniprésent dans leur comportement, dans leur mentalité. Donc, éveiller davantage les hommes sur le combat des femmes en disant que ce n'est pas... Parce que ce combat-là, si nous ne le menons pas, personne ne le fera à notre place. Donc nous devons le mener, mais en relation avec les hommes. Et c'est ça qui est déterminant. Je pense que c'est ça qui est le gage de la réussite.